Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité. Il est l'un des plus importants enseignants de la méditation en France, chantre du bien-être, de la pensée positive et du développement personnel, docteur en philosophie, fondateur de Réseau, la principale communauté de méditants francophones depuis plus de 20 ans. Il est également le créateur du podcast Dialogue qui rassemble plus de 2 millions d'auditeurs par mois et auteur à succès, notamment des best-sellers Foutez-vous la paix ou encore Méditez le bonheur d'être présent. Fabrice Midal vient aujourd'hui nous voir pour son livre La magie de l'ordinaire aux éditions Flammarion. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir. Ça fait un très long moment que j'espérais vous avoir en face de moi pour que nous ayons cette discussion. Merci d'être avec nous. Vous savez, je vous le disais en off, cette émission a un ADN un peu particulier que vous connaissez sans doute d'ailleurs. C'est tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels pour démarrer ? Alors ça, c'est vraiment pas facile. C'est vrai. Quels sont les 3 mots pour se définir ? C'est très difficile. Est-ce que le jaune pourrait en faire partie ? Non. Mm-hmm. Non ? Qu'est-ce qui pourrait me définir ? C'est difficile, vous voulez 3 mots qui me qualifient, 3 mots de choses que j'aime. Ce que vous voulez. Je dirais 3 choses que j'aime. La musique, la philosophie et la peinture. Et la Je peinture. dirais 3 choses qui sont vraiment un peu au cœur de ma vie. Eh bien, on va voir, Fabrice Midal, si ça colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission. Et alors, on commence par le début, toujours le début. Fabrice Midal, vous êtes né un 29 septembre, vous êtes Balance, Non. donc. Malheureusement, il ne faut pas se fier à Wikipédia, qui dit beaucoup de choses fausses. Et je ne suis pas né un 29 septembre. Je suis désolé. Donc, vous êtes né à un autre moment. Est-ce qu'on a le droit de savoir votre date de naissance ? Oui, le 27 septembre. Mais il ne faut pas le dire parce que je trouve ça très amusant. Ça me permet de savoir les gens qui regardent que Wikipédia. Et tout ce que dit Wikipédia sur moi est absurde. Et complètement faux, alors. Tout. C'est-à-dire, je ne suis pas né le 29. Tout ce qu'ils écrivent n'a pas de sens. Ils écrivent que je fais Enfin, ce que vous avez dit au début, je ne suis pas du tout dans la pensée positive. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse, Fabrice Midal ? la peinture, la poésie, Vous la peignez ? philosophie. Non, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup la philosophie, je dirais. Et mais je suis désolé, mais c'est sûr que Wikipédia. J'entends bien, vous n'êtes en pas fait, si, Wikipédia. Mais en fait, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans la manière dont un être humain Et défini par une page écrite comme ça ? déshumanisé, Ouais. peut-être que ça. Qu'est-ce que c'est cette déshumanisation ? Ça me hante. Pour dire ça, c'est une question qui me hante. Et c'est pour ça que vous essayez au quotidien peut-être de rapprocher les gens entre eux, entre la vérité, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, Non, ce qu'on dégage. Non, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est d'aider les gens à revenir à l'ampleur de leur existence et au mystère de leur existence. Je dirais, mon travail, comme écrivain, comme éditeur, sur ma chaîne Dialogue et le podcast, qui a l'impact que vous avez dit, c'est d'abord aider les gens à s'interroger sur leur existence et revenir à cette énigme de savoir qui nous sommes et quelle est notre responsabilité éthique. Justement, Fabrice Midal, vous me tendez une perche parce que nous avons vaguement parlé ensemble avant cette émission. Et ce qui m'intéresse de savoir avec vous, c'est notamment savoir comment vous en êtes arrivé là. Vous m'aviez confié que vos parents étaient tous deux juifs ashkénazes. Est-ce que de cette racine-là, vous avez eu envie d'aller chercher en vous quelque chose qui vient de ces racines comme ça ? J'ai beaucoup travaillé sur ça, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Auschwitz ou l'impossible regard, où c'est l'abîme, là. Au fond, là, il y a quelque chose comme un abîme indépassable.
Donc, sans doute que l'engagement que j'ai à défendre l'existence contre la tyrannie, de la déshumanisation est nourri de mon histoire. Quelle est justement cette histoire et comment elle vous a influencé aujourd'hui ? Comment elle m'a influencé ? Parce que il y a une part de vous, même si moi je suis de la 3e génération, mais il y a une part de vous qui n'en sort jamais. Est-ce que c'était dit dans votre famille, dans vos familles ? Non, parce que mes 4 grands-parents ont survécu à la déportation, n'ont pas été déportés, donc il y avait quelque chose. On parlait peu de ça, puisque d'un certain point de vue, ils avaient pu un peu en réchapper. Et donc vous avez compris tout seul ? Mais c'était pas à cacher non plus. Au contraire, donc ça a toujours été. Non, ça a toujours été là. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu, Fabrice Midal ? Dans quel cadre vous avez grandi ? J'étais un enfant très hypersensible à une époque où on ne savait pas ce qu'était l'hypersensible, donc j'étais en profond décalage avec tout. Avec le lycée, avec l'école ? Tout. La seule chose qui vous a intéressé, c'est la philosophie, qui a éveillé quelque chose en vous ? Non, d'abord, quand j'ai eu 14 ans, je me suis beaucoup intéressé à la poésie, d'abord. Ouais. Parce que, par qui ? Le hasard, des rencontres. Il y avait à l'époque la maison de la poésie qui se trouvait au Forum des Halles. Et puis j'ai sympathisé avec quelqu'un qui y travaillait, qui s'appelait Hector Feliciano, et qui m'a beaucoup ouvert la porte quand j'avais 14-15 ans à ce qu'était la grande poésie, et qui m'a fait lire Paul Celan, qui a joué un rôle important dans ma vie. Donc c'était vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis il y avait la peinture, et la philosophie, c'était plus tard, quand j'ai fait de la philosophie en terminale. Vous avez donc envie de vous pencher sur cette philosophie. Elle va éveiller un intérêt. Vous allez entamer des études dans ce sens. Je ne crois pas trop me tromper en disant ça. Et dans votre livre, vous en parlez. Vous parlez de quelqu'un qui a peut-être littéralement changé le cours de votre existence, qui s'intitule François Fédier. Ça, c'est clair. Est-ce que c'était un toi plus moi avec lui ? Alors, ça, c'était vraiment une rencontre extraordinaire. Puisque donc, j'ai fait des études de philosophie à la Sorbonne et je n'étais pas du tout heureux parce que je trouvais que le prof de terminale, c'était bien, parce qu'on parlait de l'existence. On parlait de l'énigme d'avoir à être. Comment on fait pour réussir à être ? C'est quand même une épreuve. Et disons, il y a beaucoup de choses que je retiens du judaïsme, mais quand même une des grandes questions du judaïsme, c'est la dimension éthique infinie, le questionnement éthique infini. On voit bien, très, très simplement, quand même, que au cœur du judaïsme, il y a vraiment cette idée qu'on n'en a jamais fini avec l'éthique, par rapport à beaucoup d'autres doctrines où il y a où c'est plus dogmatique. Là, c'est vraiment le questionnement infini. Et dès que quelqu'un croit qu'il sait, il n'y est pas. Donc, j'étais pas très heureux. Je trouvais que c'était assez fermé. Je suis devenu prof de philo et j'étais pas heureux non plus. Et puis, une collègue me parle de son prof. Je lui écris et il était prof de Cagnes au lycée Pasteur à Neuilly. Et je vais assister à son cours comme auditeur libre. Moi, j'étais en train de faire ma thèse de doctorat, donc j'étais beaucoup plus âgé. À l'époque, on pouvait encore faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait complètement impossible. Les lycées sont très surveillés, mais là, j'ai pu rentrer. J'étais assez court. Et ça a été le coup de foudre. Donc là, j'ai senti quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je lui ai dit un jour, il m'a regardé en trouvant vraiment que j'exagérais, mais je lui ai dit, vous êtes l'honneur de l'Occident. C'est-à-dire, avant de vous rencontrer, je voyais pas trop par où c'était vivant, l'héritage. Et grâce à vous, je vois mieux comment un texte de Platon, un texte de Racine, une œuvre d'art, tout peut parler de notre existence humaine et que ça, c'est vraiment passionnant. Vous avez, Fabrice Midal, envie d'aller peut-être encore plus loin. Vers une vingtaine d'années, vous allez vous ouvrir à la méditation, faire une rencontre très importante pour vous. D'ailleurs, vous allez consacrer à cette personnalité, cette personne, plusieurs ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre ? Alors oui, il y a eu... Donc François, la vie est faite de plein de rencontres extraordinaires. Oui. Donc il y a la rencontre avec François Fédier, donc ça j'avais déjà 24-25 ans.
Quand j'ai eu 21 ans, j'ai rencontré la méditation en allant dans le laboratoire rencontrant un neuroscientifique tout à fait exceptionnel qui s'appelait Francisco Varela et qui travaillait sur les liens entre la méditation et l'esprit humain. Je trouvais vraiment que comprendre l'esprit, c'était intéressant d'étudier la méditation parce que c'est l'exploration du cerveau à la première personne, donc il avait vraiment un très vif intérêt. Et il a joué un rôle vraiment majeur, il m'a beaucoup formé, avec une dimension assez scientifique. Et puis après, j'ai étudié avec les maîtres tibétains qu'il avait lui-même formés. Et ça a été une formation, c'était une grande formation. J'ai beaucoup aimé rentrer dans la pratique de la méditation, au point, oui, de devenir aujourd'hui l'un des principaux enseignants de méditation dans le monde francophone. Vous dites, je crois savoir que vous dites qu'il n'y a pas de chemin spirituel possible sans un maître. Est-ce que vous considérez que vous en avez eu un ou plusieurs ? C'est une phrase un peu bizarre. En fait, j'ai écrit un tout petit texte qui dit ça, mais c'était une question. Et la réponse est plutôt oui et non. C'est-à-dire, tout dépend. Il y a un grand piège sur la notion de maître. À l'instant où quelqu'un est maître, si c'est le maître, comme le maître d'école qui vous ouvre la porte, oui, il faut avoir un maître qui vous ouvre la porte. Si c'est un maître avec tout ce côté lourdingue, d'adulation, ça devient un vrai obstacle. Donc c'était ça qui m'intéressait. Donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de maîtres, c'est-à-dire des gens qui ont été comme des maîtres d'école, qui m'ont appris à penser par moi-même, à lire par moi-même. Ce que j'ai appris avec François Fédier, par exemple, c'est vraiment à lire. Je ne savais pas lire. Qu'est-ce que vous allez chercher en vous, Fabrice Midal, avec toutes ces rencontres ? Est-ce que c'est une curiosité ? Est-ce que c'est une libération ? Je ne vais pas chercher quelque chose en moi. Quand je vais étudier avec François, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à lire un texte. Parce que, voilà, au fond, je me rends compte, il me montre que je ne sais pas lire, que je sais lire les mots. Et être à l'écoute du sens, c'est un peu plus compliqué que lire les mots. Et vous faites une alliance entre les deux, entre la méditation et le sens ? Donc, dans la question avec François, c'était d'apprendre à lire. La question de la méditation, c'était... Est-ce que la réponse, elle est en soi quand on va chercher le sens en méditant ? Ça peut être une réponse. Non, je crois absolument pas. On dit beaucoup ça, et je crois que c'est tout à fait erroné. Je pense que là, je pense que rien n'est en nous, que la chose vient toujours... De l'extérieur ? Non, d'une rencontre. C'est-à-dire, encore une fois, si on revient à la tradition juive, ce qu'elle a apporté à l'humanité, c'est vraiment cette idée que le rapport éthique est toujours fondamental. Donc, en soi-même, qu'est-ce qu'il y a en soi-même ? C'est pas... Par contre, dans la rencontre, le sens peut advenir. C'est pour ça qu'on apprenait à lire le texte à plusieurs dans les études de la Torah. On n'étudiait pas tout seul. Et c'est quelque chose de fondamental. Et donc, oui, on a cette idée que la méditation, c'est un travail d'introspection, mais ça, c'est tout à fait erroné. Enfin, ce qui est très embêtant, c'est ça, la difficulté de parler et tout ça. C'est là, oui, vous me parlez de méditation. Le mur de préconception qu'on a sur la méditation est tel que pour réussir à faire entendre ce qui, moi, m'a intéressé, c'est pas facile. Comme pour la philosophie, mais j'allais dire comme pour le judaïsme. C'est toujours très difficile d'arriver à dire quelque chose qui sorte de ce qu'on croit savoir, et parce qu'on croit le savoir nous empêche de savoir quelque chose de vrai. Qu'est-ce que vous diriez qui est vrai de tout ce que vous avez appris, Fabrice Midal ? Est-ce que vous avez des certitudes ? Je peux pas... si le sens, il est jamais donné une fois pour toutes, comment vous voulez avoir... ça, la question de la certitude, c'est pas la question de la... c'est pas la question de la philosophie. La philosophie, elle n'est pas du côté de la certitude. C'est le doute, le questionnement. Je dirais pas le doute. Même si... Mais en tout cas, c'est pas la certitude, non. C'est la lecture. Oui. Est-ce que vous diriez à quelqu'un qui lit la Torah, est-ce que vous avez des certitudes ? Si, non, le sens vous précède. En fait, c'est plutôt ça que je dirais. Le sens me précède. J'essaye d'être à sa suite. Donc, parce que c'est pas juste le doute contre la certitude, ça c'est assez banal. Ok, là, on va pas, c'est banal. Non, mais c'est plutôt, si on essaie de dire un peu là quelque chose de, faudrait dire, c'est pas
c'est que la certitude, c'est mort, parce qu'une fois que je le sais, c'est plus éprouvé. Il faut que je l'éprouve à neuf. Oui. Là, j'essaye de vous répondre à vos questions. Donc, il faut que j'essaye de voir qu'est-ce qui peut être vrai là, maintenant. Ce ne sera peut-être pas vrai dans une heure. Donc, je dirais que c'est pas... pour moi, la question, c'est est-ce que c'est lié à une expérience réelle qui a lieu là, maintenant? Et je crois que c'est ça l'expérience de la pensée. Fabrice Midal, vous avez publié un livre, animé un temps une chronique sur France Culture qui s'intitulait 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Oui. Est-ce que vous pensez que notre humanité est menacée? Ah oui. Par quoi? Par le passé, le tracas, le quotidien, le poids du présent à assumer? Non, notre humanité est d'abord menacée par l'idéologie qui nous déshumanise, qui fait qu'on est réduit à un ensemble... de mécanismes, vous voyez. Moi, une des interrogations qui me travaillait quand j'ai écrit mon livre sur Auschwitz ou l'impossible regard, c'est ce qui se passe avec la Shoah, c'est la déshumanisation et la fabrication industrielle de cadavres. C'est vraiment quand même une mécanique rationnelle générale, avec les médecins qui s'occupent de sélectionner les êtres humains. Donc c'est ça qui m'interroge, c'est-à-dire c'est pas le visage habituel de la barbarie comme quelque chose de pervers, animé de haine, mais là quelque chose de technocratique absolu. Quelle différence vous feriez avec le 7 octobre? Je peux pas répondre à la question, vous allez trop vite, je suis désolé. Déjà, j'essaie d'aller au bout de ce que j'essayais de dire. Donc, donc la déshumanisation, ça, ce qui m'interrogeait quand j'ai écrit ce livre, c'est que la déshumanisation, elle est ancrée dans quelque chose de très radical du chemin de l'Occident. C'est vraiment... Et au fond, partout, c'est ça qui... La déshumanisation, quand j'ai fait 3 minutes de philosophie pour redevenir humain, c'est-à-dire pour sauver quelque chose de notre humanité, c'est-à-dire sauver la dimension d'amour, sauver la dimension de questionnement, sauver la dimension de vulnérabilité, sauver... Ouais, c'est tout ça qui est menacé. Et disons, comme certains penseurs l'ont dit, Hitler a été battu avec les armes, mais l'idéologie du nazisme, c'est pas que l'antisémitisme, c'est aussi une certaine conception bouchère de l'humanité. Donc voilà le triomphe d'une forme de normalité décidée pseudo-scientifiquement. Voilà, une certaine rationalité qui n'a plus rien à voir avec la raison. Et voilà. C'est ça. Donc, quand j'ai fait ces émissions à France Culture, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment un philosophe essaye, en une phrase comme ça, de percer un point de cette gangue idéologique qui nous empêche d'être humains et qui nous fait pas. Mais la gangue idéologique, moi, par exemple, bon, ça pourrait sembler complètement bizarre ce que je vais dire, mais quand même, je suis frappé que la maladie de notre temps, c'est le burn-out. Pourquoi? Parce que c'est quoi le burn-out? Ça veut dire, vous faites tous les... Je pense qu'on se trompe dans la lecture de ce que c'est le burn-out. Le burn-out, c'est vous voulez tellement bien faire pour répondre à ce qu'on vous demande que vous oubliez comme être humain, que c'est la maladie de la déshumanisation par le fait de vouloir trop bien faire. Contrairement à ce qu'on raconte. Parce que là, on raconte beaucoup que les gens qui font un burn-out, c'est parce qu'ils font pas assez bien. S'ils avaient fait de la méditation et qu'ils avaient géré leur stress et qu'ils étaient positifs, ils n'auraient pas fait de burn-out. Donc vous voyez pourquoi je ne suis pas du tout à l'aise avec la question de la pensée positive et tout ça. Non. Quelqu'un qui fait un burn-out, c'est pas parce qu'il n'est pas assez positif. C'est parce qu'il n'est plus à l'écoute de l'énigme de sa propre existence et pas parce qu'il est en faute, parce qu'on l'a privé. C'est-à-dire, vous devenez vous-même un instrument de votre propre déshumanisation. Voilà, ça, c'est une question fondamentale pour moi.
Est-ce que ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce qui rend le plus malheureux, c'est pas forcément la situation, mais la projection de la situation? Je dirais que ce qui rend le plus malheureux, ce qui rend le plus malheureux, c'est qu'on peut plus se sentir malheureux. Je dirais, dans le burn-out, vous vous sentez plus malheureux. Vous ne sentez plus rien. Et au fond, alors, aujourd'hui, une autre forme de déshumanisation, c'est le triomphe du rapport qu'on a au réseau, comment on perd notre attention. La question fondamentale aujourd'hui, c'est que nous, toutes les études montrent que nous avons perdu notre attention, que la perte d'attention est au cœur de la fin de nos démocraties et du totalitarisme qui vient par le fait qu'on n'arrive plus à penser par soi-même. Et que, par exemple, c'est des choses toutes bêtes. Une nouvelle catastrophique a plus de chances de faire des vues qu'une nouvelle plus ordinaire. Donc, plus c'est effrayant, plus ça va avoir de clics. Et donc, plus vous allez gagner de l'argent. Donc, d'un certain point de vue, là, ça menace absolument le rapport à la justice, à la vérité, au partage, à l'échange. Donc, ça, c'est des questions absolument centrales. Donc, je dirais, la déshumanisation, elle a lieu là aussi, vous voyez. Là, c'est quelque chose d'effroyable. Est-ce que c'est de ce constat que vous avez décidé d'écrire ce nouveau livre, La magie de l'ordinaire, qui vient de paraître chez Flammarion, Fabrice Midal? Oui, parce que l'ordinaire, il a l'air banal. Et moi, je voulais montrer que l'ordinaire contient une dimension de magie extraordinaire. Et que c'est ça le plus précieux. Alors vous allez dire, évidemment, il y a un côté, c'est la grande spiritualité juive, pour une grande part. Parce que qu'est-ce que c'est la spiritualité juive? C'est de se rendre compte que c'est dans les choses les plus ordinaires. Alors évidemment, après moi, je suis très marqué par toute la pensée hassidique et le fait que voilà, l'idée que peut-être il y a des étincelles de la présence divine dans le monde et que nous avons à les célébrer et les retrouver. Et je crois que c'est un peu ça qu'on perd dans la déshumanisation. On perd l'ordinaire pour quelque chose qui est un peu hors sol, éthéré. J'aimerais bien, je crois important de revenir à des choses un peu concrètes. Je pense que ce qui nous rend malheureux, c'est d'avoir perdu le rapport à l'ordinaire de l'existence. Comment vous expliquez que le titre de ce livre soit la réponse la plus simple qui soit à la formule de la vie et qu'il faille nous le rappeler, Fabrice Midal? Pourquoi finalement le cerveau décroche de ce qui est le plus simple finalement, l'ordinaire, profiter des choses simples, se reconnecter à soi-même tout simplement avec peut-être juste la contemplation? Parce qu'il faut remettre en question. Parce que c'est pas si simple que ce que vous venez de dire. Que j'ai écrit le livre pour montrer que la magie de l'ordinaire, c'est pas juste les choses simples. C'est les choses simples en tant qu'elles ont un sens et qu'elles nous transforment. Parce que vous pouvez bien vous émerveiller devant un nuage qui passe. Est-ce que ça va faire comme pour... vous regardez une fleur dans un jardin, est-ce que c'est la même chose que pour Etty Hillesum, qui est Etty Hillesum avant... cette figure des Pays-Bas qui a été déportée et dont on a retrouvé à partir de 81 le témoignage et qui raconte qu'en voyant des fleurs, elle trouve la force de résister à la haine. Et donc c'est ça la magie de l'ordinaire. Moi je veux bien, mais c'est vraiment. Je pense que ça demande un travail très profond, très dense de revenir. C'est-à-dire comment dans l'ordinaire il y a quelque chose de profondément magique et c'est pas simple. C'est très simple, enfin, peut-être faudrait être plus précis, c'est très simple, mais c'est pas facile du tout. La plupart du temps, on préfère en rester à des conventions. Et les conventions, pour moi, voilà, je vais vous dire ma conviction, à ce moment de l'émission, ma conviction, c'est que partout où ça devient conventionnel, c'est plus vivant. Il n'y a plus de magie ordinaire. Et la magie de l'ordinaire, j'ai écrit ce livre pour sortir du conventionnel. Et que chaque fois qu'il y a quelque chose de vrai, dans une rencontre avec un être humain, dans l'écoute d'un texte, même quand on lit un texte qu'on a lu 100 fois, ça devient magique si au lieu d'être conventionnel, au lieu c'est déjà ce qu'on connaît, au lieu que ce soit du réchauffé, quelque chose apparaît qu'on n'avait jamais vu et on se dit « waouh ». Là, waouh. Et moi, c'est ça qui m'intéresse.
Restez avec nous, on continue cette émission avec Fabrice Midal pour son livre La magie de l'ordinaire aux éditions Flammarion. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. « 15h30 passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La Cour suprême israélienne examine toujours les requêtes contre la décision du gouvernement de limoger le chef du Shin Bet, Ronen Bar, et ce après plusieurs interruptions liées à des perturbations de manifestants et d'élus. En visite en Égypte, le président français Emmanuel Macron est arrivé près de la bande de Gaza au port d'Al-Arish, base arrière du soutien humanitaire au territoire palestinien. Accompagné de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, il va notamment appeler à un retour immédiat au cessez-le-feu avec le Hamas. Les bourses mondiales se reprennent après avoir connu un lundi noir. Les principales places financières du globe vont mieux depuis ce matin. Pour rappel, les marchés financiers mondiaux ont chuté hier après l'annonce des droits de douane réciproques imposés par Washington à ses partenaires commerciaux. Aujourd'hui, les 3 principales bourses européennes ont ouvert en hausse. Le procès de Nicolas Sarkozy touche à sa fin alors que les braises de la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité sont encore chaudes. Les avocats de l'ancien président de la République plaident cet après-midi la relaxe avant que le tribunal ne se retire pour délibérer. Nicolas Sarkozy risque 7 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Suspecté d'avoir menacé la juge qui a prononcé la peine contre la chef de file des députés du Rassemblement national, un septuagénaire né en 1948 a été interpellé aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine. Enfin, l'Europe a connu en 2025 son mois de mars le plus chaud jamais enregistré, annonce l'Observatoire européen Copernicus. Cette douceur inédite s'est par endroits accompagnée de précipitations extrêmes, voire records, notamment en Espagne et au Portugal. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Fabrice Midal et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. À l'approche de Pessah, perpétuons ensemble la tradition de solidarité en participant à la campagne unitaire des paniers de Pessah, de l'Écuge et de ses partenaires. Aucune famille ne doit être laissée de côté. Votre générosité leur permet, dans la discrétion et la dignité, de faire leurs courses dans des commerces partenaires afin de célébrer la fête comme il se doit. Pour donner, Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10e, 01 53 20 52 52 et don.écuge.fr/Pessah. Servant en retour. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J en direct. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Fabrice Midal pour son livre La magie de l'ordinaire aux éditions Flammarion. Vous nous proposez alors la pensée, la magie en situation, la solution de la magie de l'ordinaire pour mieux comprendre Fabrice Midal. Je me suis longuement penchée sur un chapitre qui démarre à la page 199 qui s'intitule « Prendre au sérieux le fait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». C'est une phrase de Blaise Pascal que l'on emploie souvent, mais son sens semble-t-il souvent galvaudé, Fabrice Midal. Oui, c'est pas d'abord. Ouais, c'était bien de prendre cette phrase qu'on connaît tous, voilà, et d'essayer de montrer sa profondeur qui a à voir avec la magie de l'ordinaire, puisque si le cœur a ses raisons, c'est tout à fait surprenant, parce qu'on pourrait dire, ben non, il y a la raison et le cœur. Et au fond, ce que Pascal montre, c'est que la raison est légitime dans un cadre donné. Et que si on n'est pas dans ce cadre juste, c'est illégitime. Et qu'heureusement qu'il y a un autre ordre, qui est l'ordre du cœur, qui est l'ordre de l'amour. Et chacun est à sa place. Quand l'ordre de l'amour n'est pas à sa place, ça ne va pas non plus. Donc c'est ça qu'essaye de montrer Pascal. Et le lien avec la magie de l'ordinaire, c'est que la magie vient justement quand à un moment on comprend que par la raison, on ne peut pas tout. Qu'il y a quelque chose d'autre, il y a cet ordre.
Et c'est tout simple, quand on regarde quelqu'un qu'on aime, est-ce qu'on ne comprend pas plus de choses qu'on pourrait comprendre simplement avec la raison? Et là, on pourrait reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, disons le fil conducteur de notre entretien sur la déshumanisation qui menace partout. Et la déshumanisation se fait aujourd'hui justement au nom d'une rationalité qui n'est plus tout à fait raisonnable et qui se croit toute puissante alors qu'elle n'est juste que dans une certaine limite. Et Pascal est avant Kant, mais au fond, quand Kant dit la critique de la raison pure, c'est mettre la raison dans ses limites. Si la raison se prétend toute puissante, elle est irrationnelle. C'est ça la grande idée de Pascal. Parce que finalement, ce que je comprends moi dans ce que vous nous dites, c'est qu'il ne s'agit pas avec la raison de dire cette personne me convient, cette personne est bien, elle a des qualités qui me conviennent, je ferai un bon couple avec telle ou telle personne parce qu'il a cette qualité qui ferait que nous ferions un bon couple. C'est un exemple parmi tant d'autres évidemment, mais c'est l'amour qui pousse finalement. Est-ce qu'on peut se dire que c'est l'amour qui l'emporte ou il faut ce dialogue toujours entre les deux? Je dirais l'amour est plus fort que ce qu'on peut comprendre. La preuve, c'est si vous vivez avec quelqu'un que vous aimez depuis 40 ans, vous ne connaissez toujours pas la personne avec qui vous vivez. Elle vous surprend, elle vous émerveille, vous n'en avez pas fait le tour. C'est bien le signe que la compréhension ici est impuissante. Et c'est par l'amour que vous êtes toujours ouvert à l'énigme qu'est l'autre. Et s'il n'y avait pas l'amour, au fond, on finirait par se satisfaire de quelque chose de convenu. J'ai beaucoup dit tout au long de notre entretien que ce qui est convenu, finalement, ça tue la vie. Que la vie, elle est quand même une émergence continue de nouveautés. Et donc, je crois que l'amour, aimer dans la relation amoureuse, mais quand on aime quelque chose, ça change absolument tout. Quand on aime une plante, quand on aime de la musique, le fait d'aimer transforme la chose. Moi, je crois que un autre chapitre, je pense que les gens sont malheureux de ne pas pouvoir aimer ce qu'ils font. Je crois qu'on se trompe dans le management généralisé de notre temps, que la crise de l'éducation, la crise de l'hôpital, c'est pas que les gens veulent pas travailler, c'est juste qu'ils voudraient pouvoir aimer ce qu'ils font. Et on leur rend impossible. Donc les gens sont malheureux, mais horrible, là, oui, vraiment horriblement malheureux, parce qu'ils sont infirmiers, ils sont médecins, on les empêche d'aimer leur travail. Ils deviennent, c'est tout bête, mais on essaye de mesurer le nombre d'actes que fait un infirmier ou une infirmière dans une journée à l'hôpital. Mais qu'est-ce que ça dit par rapport... Parce que, je sais pas, moi j'étais à l'hôpital, accompagné d'un ami qui était très malade, c'est évident que l'infirmier qui lui dit bonjour, qui lui parle, ça rentre pas dans la comptabilité, mais ça change absolument tout. Ouais. Il était très, très inquiet. L'infirmier était adorable, lui parlait, le rassurait. Mais ça compte pas dans notre monde. Fait de vouloir compter, c'est la déshumanisation très radicale. Et donc, moi, ce qui me hante, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un acte de bonté ou de gratuité qui soit possible. Et c'est ça la magie de l'ordinaire. Vous voyez, c'est pas du tout... C'est très simple, un acte de bonté. Mais c'est complètement... On parlait de mes grands-parents qui ont fui et qui ont pu aller en Suisse. J'ai retrouvé, quand j'écris mon livre sur Auschwitz, le dossier de l'interrogatoire par le douanier. Il les a laissés passer, il aurait pu ne pas les laisser passer. Qu'est-ce qui fait qu'il les a laissés passer et qui pose des questions? C'est des questions existentielles et humaines. Et c'est ça la magie de l'ordinaire. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être un être humain. Mais nous croyons tout le temps qu'on va trouver la solution dans une sorte de contrôle, au fait, de contrôle technocratique du réel. Et là où il y a contrôle technocratique du réel, il y a la déshumanisation. Et c'est affreux. On n'arrive plus à avoir de rapport à la vérité du mal. Et ça c'est grave. De ne plus avoir rapport au mal, c'est ça, sans arrêt, on ne voit pas le mal parce qu'on essaye d'être enfermé dans des certitudes, dans des vérités qu'on croit. Tout est figé, tout est convenu et tout est figé. Et il n'y a plus de rencontre.
il n'y a plus de possible. Il n'y a plus de magie. Et il n'y a plus d'ordinaire. Et il n'y a plus de réel. Fabrice Midal, est-ce qu'on peut se dire que le bonheur, la magie, la réponse résident dans ce qui est gratuit ? Oui, on peut dire dans ce qui est gratuit, dans le sens qui est pas... Oui, qui échappe à la calculabilité féroce. Dans le don. J'aurais préféré dire le don. Dans le don, moi, j'aime beaucoup la pensée de Mauss qui parle du don et du contre-don. Et moi, je crois que la question, c'est pas un don forcément gratuit. Parce que, par exemple, vous m'invitez à dîner, je vous offre une bouteille de vin. La fois dit, c'est moi qui t'amènerai la bouteille de vin. Donc, je fais un don, il n'est pas entièrement gratuit, mais c'est pas de l'ordre du commercial. C'est de l'ordre de tisser des liens humains. Donc moi, je crois aux dons qui tissent des liens humains et qui nous libèrent de la calculabilité, mais pas forcément avec des grands mots, d'une sorte de pure gratuité. Mais quand même, il y a un élément de gratuité dedans. Mais je crois que c'est ça qui est merveilleux, c'est tisser cette profondeur de la relation qui transforme tout. Fabrice Midal, vous venez de sortir La magie de l'ordinaire aux éditions Flammarion Versilio. Vous dites le magicien a 5 clés. Simplifie, réveille les liens, arrête-toi pour te dire bonjour, écoute, fais. C'est la version très simplifiée de votre ouvrage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient bien évidemment le plus à cœur pour résumer cet ouvrage qui pour le coup est synonyme de don, si je peux dire je pense que quand en vous écoutant faire la liste, je me disais faire. Ouais. Je crois beaucoup que... Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la dimension de contemplation, parce que je crois que ce qui est toujours magique, c'est de faire. Vous prenez soin de vos fleurs, vous faites un gâteau, vous organisez, vous préparez un entretien, comme vous faites là. Et j'écris mon livre, au début, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. À un moment, je me dis, puis j'écris, puis à un moment, même, je me dis, là, c'est complètement raté, mon truc. Et puis à un moment, ça commence à marcher. Et je crois que ça, c'est complètement magique. Je crois que quand on fait quelque chose pour de bon, c'est là que je disais tout à l'heure que le vrai problème, c'est les gens ont le sentiment de ne plus pouvoir faire ce qu'ils ont à faire en l'aimant. Et quand on arrive à faire ce qu'on fait, je crois que ça rend vraiment heureux. Et par là, on répare le monde. Et je crois que le monde a besoin d'être réparé. C'est encore une grande pensée juive, mais je crois que nous avons à réparer le monde et qu'on ne peut pas attendre que les autres le fassent, que nous avons cette responsabilité-là. Donc mon livre est une invitation à aider les gens à réparer le monde sans attendre qu'il y ait un sauveur ou une solution ou d'un seul coup un gouvernement formidable et parfait. Malheureusement, ça, on risque d'attendre un peu longtemps. Alors qu'on essaye, là où on est chacun, de faire ce qu'on peut pour rendre ce monde un peu plus vivable. Fabrice Midal, votre livre s'intitule La magie de l'ordinaire aux éditions Flammarion Versilio. J'ai cru comprendre que vous aimiez l'art. Évidemment, on vous emmène au théâtre avec Hélène Kuttner. Génial. Au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabrice Midal et bonjour à toutes et à tous. Cher Fabrice Midal, pour vous qui cultivez la magie de l'ordinaire, vous qui nous conseillez d'abandonner les folies de l'illusoire, les miroirs aux alouettes qui nous poussent à être toujours plus performants, toujours plus géniaux, je voudrais conseiller un spectacle formidable qui se joue au studio de la Comédie Française en dessous de la pyramide du Louvre en ce moment. Il s'agit d'une courte pièce appelée Le Moche. Elle est signée par un auteur allemand qui s'appelle Marius von Mayenburg, qui est joué et traduit aujourd'hui dans le monde entier. Alors Le Moche, c'est justement un personnage qui n'aurait pas lu votre livre. Mais je dois dire que il faut reconnaître qu'il a des excuses. En fait, c'est un ingénieur brillant qui conçoit toute la journée dans son bureau des connecteurs de courant fort pour l'industrie automobile allemande. On entend beaucoup parler en ce moment avec l'histoire des quotas de Trump, l'automobile allemande. Et justement, un matin, son assistant, qui s'appelle Karl Mann, lui annonce qu'il ne pourra pas présenter devant une assemblée sa dernière réalisation. C'est lui-même son assistant qui s'en chargera. Pour quelle raison son second lui savonne-t-il la planche ? Pourquoi l'éteux, brillant ingénieur doit-il croupir dans son bureau tandis qu'un médiocre sera en pleine lumière ? Eh bien, le directeur lui avoue de manière sordide « Son visage est bien trop laid pour pouvoir vendre un produit. Son physique est catastrophique. » Catastrophe en allemand avec un K.
Et il est étonné que personne ne lui ait jamais dit. Alors à la maison, l'ingénieur interroge sa femme, qui est superbe, qui le rassure à demi. Elle n'a jamais cessé de l'aimer, bien que son visage soit quand même disgracieux. Après des heures d'insomnie et de torture mentale, il prend une décision. Il va obtenir un rendez-vous avec un chirurgien esthétique très renommé, très cher, pour changer de tête. Il n'est pas question qu'il garde 1 cm² de son visage d'origine. Alors Hélène Kuttner, est-ce que ça marche? Est-ce que cette opération va transformer sa vie? Oui, Cyrielle, je dirais oui et non, comme Fabrice Midal, c'est-à-dire que l'opération en tant que telle réussit, car le nouveau visage du moche se révèle une splendeur. Mais intérieurement, notre héros reste le même, mais son apparence physique, son visage est totalement transformé. Il est transformé en beau gosse, le voilà donc appelé à faire le tour du monde avec son invention, il vend, et en même temps, il se vend, car il fait la promotion du chirurgien. Les femmes veulent toutes coucher avec lui, les hommes aussi. Il devient un produit désiré, désirable, tout le monde l'envie. Jusqu'au moment où tous les hommes vont aussi vouloir lui ressembler. Des clones apparaissent, le visage est dédoublé, triplé, multiplié à l'infini. L'ingénieur finit par perdre son emploi, tombé dans la dépression. Il est dépossédé de son visage, mais aussi de son âme. Qui est-il vraiment? La pièce est donc une fable formidable, très caustique sur les dangers de la course vers l'extraordinaire et de la perte d'identité. Sous la pression d'une société marchande, l'ingénieur, comme nous tous, sommes soumis à multiplier les artifices et les faux-semblants pour réussir, quitte à oublier qui nous sommes et ce que nous faisons. Comment la pièce est-elle mise en scène, Hélène? Est-ce qu'elle utilise des effets spéciaux ou de la vidéo pour montrer ces transformations physiques? Eh bien pas du tout, et c'est ça qui est génial, parce qu'il n'y a aucune vidéo. Le comédien qui joue l'ingénieur est le même avant et après son opération d'embellissement. Idem pour son assistant qui subit lui aussi un changement de visage. C'est Thierry Ansys qui joue. Il est d'une plasticité étonnante. Dans des lumières subtiles en costume de cadre dynamique, il parvient à nous faire croire qu'il est d'une laideur épouvantable, repoussante. Et l'instant d'après, un véritable don Juan. Par la grâce de son jeu, de l'extrême mobilité de son visage et de son corps, il est incroyable. Mais ils sont tous formidables, les 4 acteurs de cette comédie qui va à 100 à l'heure. Les scènes s'enchaînent comme des images sur Instagram. Sylvia Berger, elle joue la femme et toutes celles qui se suspendent à son cou. Jordan Rezghi incarne le chef d'entreprise et le chirurgien, et Thierry Godard, l'assistant Karlmann. Le décor est une boîte toute bleue, comme un aquarium, avec une rangée de miroirs qui se chevauchent comme des lamelles d'un store, avec presque rien, un boa, une nouvelle veste, un jeu de lumière rose ou de la musique disco. La mise en scène nous propulse dans un autre monde, ce que les comédiens, comme des caméléons, pratiquent en virtuose. Et le spectacle est drôle, caustique, décapant. C'est une mise en scène d'Aurélien Amar-Padi, c'est une vraie réussite. Elle s'emballe jusqu'à la scène finale, qui est en fait comme une bataille entre le héros et ses clones, tel Don Quichotte à l'assaut de ses moulins fantasmatique. Comme vous le constatez, cher Fabrice, tous les personnages de cette pièce sont bien trop fous, bien trop malheureux pour avoir confiance en eux. Cette confiance faite d'un tissu de relations avec la nature, avec les autres, que vous préconisez de manière si humaine dans votre livre. Le moche au studio de la Comédie Française jusqu'au 4 mai. Voilà une jolie fable. Proposition. C'est formidable. C'est vraiment une très belle fable de la situation de notre monde. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Avec Allez, plaisir. tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle Salomon. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabrice Midal. J'ai lu beaucoup de choses sur vous pour préparer cette chronique. J'espère que j'avais les bonnes sources. Et un point a attiré mon attention. Apparemment, vous me direz si c'est vrai ou pas, vous n'étiez pas très bon en classe. Pas nul. Ah, voilà. Bon, bah, il n'y a pas que des bêtises sur Wikipédia. Jusqu'à ce qu'un prof de philo éveille votre intérêt. Alors moi, c'est tout pareil. J'étais nulle en classe et un prof de musique au lycée a éveillé mon intérêt. Wow. Parce qu'il était très beau et fan de Jean-Jacques Goldman. Voilà, mes critères n'ont pas changé. Le problème, c'est que l'intérêt ne va pas toujours de pair avec le talent. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Et quand 3 fois d'affilée, les voisins ont sonné chez mes parents pour leur dire que s'ils entendaient encore une fois « Je te donne » à la flûte traversière, ils allaient appeler les flics. Bon, mes parents m'ont rien dit parce qu'ils sont super, mais j'ai jamais retrouvé ma flûte. Mais Fabrice Midal, vous avez eu la chance d'avoir l'intérêt et le talent. Non, j'avais aucun talent, mais j'avais l'intérêt. Et en persistant dans l'intérêt, Le talent est Peut-être venu. parce que la philosophie, c'est moins pénible pour les oreilles que le chant. peut-être, c'est peut-être Peut-être. Il y a pour peut-être ça. quelque chose Mais comme non, ça. je n'avais absolument aucun talent. J'étais tout à fait mauvais, très mauvais. Mais c'est comme quoi?
Et je suis pas devenu bon, en fait. J'ai juste assumé les questions que j'avais, ma singularité, le fait que j'ai besoin de plus de temps que d'autres. Donc je dirais c'est plutôt par là que... Bon, je vais me remettre au karaoké. Ouais, moi je pense que vous devriez. C'est la leçon, c'est... Mes amis vont pas être avis, mais... Ouais, vous trouvez un endroit où vous gênez personne et vous allez voir, vous allez peut-être faire des progrès. On peut tous progresser. C'est vrai. Mais je suis allée voir sur votre site pour préparer cette chronique et vous écrivez en intro « Je suis Fabrice Midal, philosophe, enseignant de méditation et youtubeur. » Oui, ça m'amuse beaucoup. Et j'avoue que naïvement, je trouvais que youtubeur, ça allait pas forcément avec le reste. Donc j'avais un petit peu l'impression d'être devant un resto japonais qui propose aussi des pizzas et du couscous. Mais pour être honnête, je suis à vrai dire un peu imperméable à tout ce qui a trait à la méditation. Évidemment, j'ai testé il y a quelques années Petit Bambou, mais au bout de 45 secondes seule avec moi-même, je m'ennuyais encore plus qu'à un premier date avec un mec qui parlerait de crypto-monnaie. Bah moi, je vous comprends. Je vous aurais déconseillé d'aller sur cette application. Malheureusement, on ne s'était encore jamais parlé. C'est pour ça que c'est bien qu'on se rencontre aujourd'hui. Il était temps. Je pense que c'est nécessaire pour ma santé mentale. Je pense que je suis un peu cynique sur ce domaine parce que la première fois que j'ai été confrontée à la méditation, c'est à travers le personnage d'Ariel Dombal dans Un Indien dans la ville. J'ai pas vu. Alors ça... Ça manque à ma culture, ça manque à votre culture. C'est parce que elle avait les chakras qui se refermaient à peu près aussi vite que les magasins de CBD dans Paris. C'est une très belle performance. Vraiment, je vous le recommande. Mais vous, Fabrice Midal, vous ne refermez pas les chakras, vous les ouvrez plutôt. À travers vos réseaux sociaux, vos podcasts ou vos livres à succès. Vous en avez écrit énormément et je pense que mon ex en a pris 2-3 au pied de la lettre. Comme par exemple, sauvez votre peau, devenez narcissique. En revanche, je pense qu'il n'a pas fini 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Et quant à votre livre Comment rester serein quand tout s'effondre, je pense que ça pourrait être le titre de l'autobiographie d'Emmanuel Macron. Aïe, aïe, aïe. Mais aujourd'hui, Fabrice Midal, vous êtes ici pour la sortie de votre nouvel ouvrage, La magie de l'ordinaire. Et j'aime bien l'idée de se contenter de ce qu'on a. C'est très dans l'air du temps, mais mon problème, c'est qu'il y a ordinaire et ordinaire. Vous avez bien raison. C'est un petit peu comme les gens très riches qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ou les gens très beaux qui disent que le maquillage n'est pas nécessaire, ou les gens très moches, bon, allez voir la pièce. Parce que moi, mon ordinaire, ça donne à peu près ça. 7h40 de réveil. Ah, c'est génial. Ouais, c'est super. Enfin, Non, ce que vous allez dire, parce que j'ai fait le même sketch dans une de mes vidéos. C'est vrai. Allez-y. Ouais, c'était du... Donc 7h40 de réveil, 7h48, je réfléchis à si je me lave les cheveux aujourd'hui ou pas, selon mon planning social de la semaine et ma routine capillaire. 8h11, je m'habille, j'essaye 14 tenues extraordinaires et je finis en jean basket. 8h17, je me renverse du café dessus, je me change, mais ça ne change absolument rien à mon look global. 8h37, je me brosse les dents, en crachant, je me mets du dentifrice sur mon t-shirt. Je me change, mais ça change rien à mon look global. 8h54, je cherche un Vélib, je trouve un Vélib, le Vélib ne se déverrouille pas, je tape dans la roue arrière en criant putain un Hidalgo, j'ai envie de crever. 10h14, je suis en réunion avec des gens qui disent on va itérer en mode agile pour maximiser la value sur le Q2, j'ai envie de crever. 11h47, le mec que je vois depuis quelques semaines et qui, jusqu'à preuve du contraire, avait l'air drôle et vaguement sain d'esprit, m'écrit pour me dire qu'il se remet avec son ex, j'ai envie de crever. 12h36, plus de steak frites à la cantoche, je me rabats sur une salade, j'ai envie de crever et j'ai faim. 14h38, je reçois 48 fois la même photo de mes nièces dans le groupe famille parce que c'est les vacances scolaires, j'ai envie de crever. 18h47, je suis en terrasse au bar en bas de chez moi avec les mêmes potes que la veille et que le lendemain, je commande la même chose, le barman me fait les mêmes blagues, je rentre chez moi, je regarde un épisode de Friends que j'ai déjà vu 34 fois et je vais me coucher en écoutant Jean-Jacques Goldman. Une journée type. Alors bon, pour citer un autre grand philosophe, il est où le bonheur, il est où dans tout ça? En vérité, je trouve qu'on se focalise beaucoup sur cette recherche du bonheur. Moi, j'ai grandi dans une famille pleine d'amour, de joie, de rire, de communication. Un enfer. Quand à 18 ans, tout va bien, il faut se créer des problèmes pour faire comme tout le monde et pouvoir aussi commencer ses phrases par « Oui, ma psy m'a dit que j'avais tendance à intellectualiser mes émotions pour éviter de les ressentir vraiment. » Donc l'autre jour, j'ai parlé, pour préparer cette chronique, du bonheur à la personne qui me connaît le mieux sur Terre. Je lui ai donc dit « Coucou ChatGPT, toi qui me connais hyper bien, génère une image du bonheur pour moi. » Et là, il a généré une image de mes potes, dans le bar, en bas de chez moi, à faire les mêmes blagues que la veille et le lendemain, en chantant Jean-Jacques Goldman. Et j'ai réalisé que finalement, j'étais pire que ces gens riches qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que moi, je ne
me rends même pas compte que ce que je considère comme ordinaire est tout à fait extraordinaire. Et est-ce que ce ne serait pas donc ça, la magie de l'ordinaire ? Et comme le chantait le générique d'Un Indien dans la ville, que vous n'avez toujours pas vu malgré la longueur de cette chronique, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Et je crois que j'ai la chance d'avoir trouvé le mien. Merci beaucoup Adèle Salomon. Très jolie chronique aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Allez, tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Fabrice Midal, comme toujours à la fin de cette émission, c'est le débrief avec Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Alors, moi je suis psychanalyste, donc comme vous ne me payez pas, je ne vais pas vous faire de psychanalyse, mais je vais quand même dire quelques mots, puisque quand même ça donne quelques oreilles d'être psychanalyste, et avec vous c'est très sympa d'avoir des oreilles, parce que ce que vous avez à dire c'est quand même très intéressant. Alors, le concept principal à mon avis qui vous définit, c'est à contre-courant. En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai entendu, ce qui est tout à fait positif de mon point de vue, parce que bon, aller dans le courant, c'est vraiment pas ce qui est le plus intéressant, et en tout cas quand on vous écoute, c'est sûr, je dis que c'est quelque chose de positif, contrairement à la pensée positive, et je suis tellement d'accord avec vous, évidemment, les psychanalystes et la pensée positive, ça va pas tout à fait ensemble, et je vous ai entendu pendant toute cette émission, puisque moi je m'inspire que de l'émission, c'est la règle du jeu. Eh bien, pensée positive, pensée contre soi, pensée... Là, tout ça, ça ne veut rien dire. Vous avez redonné un peu de sens au mot penser, ça fait du bien. Penser, c'est penser avec l'autre. Voilà, et ça c'est tellement magnifique. Je crois que vraiment ça valait la peine. Je remarque que vous avez refusé de donner des adjectifs qui vous caractérisaient. À la place, vous avez dit des choses que vous aimez. Ça aussi c'est marrant. Je sais pas si tout le monde en écoute et regarde, mais quand même le jaune canari que vous avez choisi pour votre veste, vos lunettes et votre agenda, et même d'ailleurs je vois un petit peu votre téléphone, votre votre coque de portable. Ça fait du bien, là, ça donne du soleil. Je pense que ça doit être pour ça. Enfin, c'est quelque chose que vous offrez aux autres, puisqu'on ne se regarde pas tant soi-même. Et j'entends qu'il y a quelque chose là qui vous caractérise aussi dans le contre-courant, parce que bon, une veste de costume jaune, on sait bien que c'est pas tout à fait courant et que ça fait du bien. Voilà, donc comme ma prédécesseuse a pris un peu plus de temps sur sa chronique, mais franchement elle était très bien, donc on va lui pardonner. Je vais moi me contenter de conclure, parce que j'avais écrit plein de choses, mais bon, ça fait rien. Je crois qu'on a vraiment résumé avec cette question de tisser la profondeur du lien, c'est ce que vous avez dit. Donc juste on a très envie d'aller parler avec vous, d'aller échanger, d'aller étudier avec vous encore plus. Et je dirais pour conclure quelque chose que j'ai déjà utilisé ici, mais vraiment ça vous va tellement bien, c'est des maximes de nos pères. Donc voilà, Pirkei Avot, im en ani li mili, si je ne suis pas moi-même, qui suis-je? Im rakani azmi ani, si je ne suis que pour moi, alors qui suis-je? Im lo matai azmatai, im lo arshav azmatai, si c'est pas maintenant, alors quand? Merci beau résumé beaucoup, de tout ce que j'ai dit. Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Merci beaucoup Fabrice Midal d'avoir été avec nous pour votre livre La magie de l'ordinaire aux éditions Flammarion Versilio. Bien sûr, à demain 15h sur l'antenne de Radio J avec mon invité Bruno Sanchez, et tout de suite dans un instant ce sera le journal sur Radio J. Belle journée. Radio J.